Donc aujourd'hui, on va s'atteler à comprendre l'épilepsie. Pour commencer, je vais vous montrer quelques vidéos. Au milieu de la présentation, on va prendre une pause de 5 minutes pour que chacun puisse souffler et ensuite on va continuer avec la deuxième partie de la présentation. Et commençons par les vidéos. Bien. Alors, je préfère ne pas commenter cette vidéo pour le moment. À la fin, je vais revenir dessus. 9 seconds was literally all it took. 9 freaking seconds. Oh, it's over! Oh my goodness! Wow! Unbelievable! Paramedics are in. Je suis désolé, c'est une image assez choquante. C'est une des choses que je comprends pas dans la vie, pourquoi on invite les gens à se battre alors qu'ils n'avaient aucun problème entre eux avant. Toujours est-il que cette personne vient de tomber après avoir reçu un coup de poing et fait une crise épileptique, et sans être épileptique. Okay. What's even worse is how the music is. Donc ici, on voit une souris de laboratoire qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Je sais qu'à certains égards, ça peut être choquant de voir un animal faire une crise, non pas qui est naturellement arrivée, mais qui a été induite par l'humain. Mais on a besoin de faire des recherches pour pouvoir trouver de nouvelles molécules, pour pouvoir vérifier l'efficacité de ces molécules. Et donc, parfois, les animaux vont être utilisés pour ces projets de recherche-là. Et c'est malheureusement un besoin. La première fois, le voir tout seul. Il y avait juste plus loin, beaucoup plus loin, ouais. Lisa et Julien, et moi j'étais avec Philippe. Est-ce que vous vous êtes reconnu quand vous avez vu le film? Vous vous êtes dit oui, ça décrit fidèlement ce que j'ai vécu moi. Non, c'est surtout, je pensais à Dalida. À Dalida, pardon, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là, petit malaise. Non. Malaise. C'est épilepsie. Ouais, c'est épilepsie. Oui, c'est une crise d'épilepsie. Voilà. Donc, on voit cette jeune dame qui malheureusement a eu une crise d'épilepsie sur un plateau télé. C'est quelque chose qui arrive de façon imprévisible. Certes, parfois on peut avoir des alertes, mais dans ce cas, elle ne pouvait pas savoir qu'elle aurait sa crise. Et donc, c'est quelque chose qui peut générer beaucoup d'anxiété chez les personnes qui souffrent d'épilepsie. Et beaucoup de travaux sont en cours pour essayer de voir dans quelle mesure on peut anticiper ce genre d'événement. Mais pour l'heure, on n'est pas encore à un niveau très satisfaisant. Et les travaux continuent quand même. On va y revenir. Bakovec tentokrát malinko riskoval, nechtěl hrát Krama, proto šel do toho souboje hlavou, no a tohle vypadá hodně nepříjemně. Jak jste viděli, tak Francis Korme okamžitě vydával domácímu golmanovi jazyk. Ce qu'on vient de voir sur cette vidéo, c'est un joueur de foot qui a reçu un coup et qui est tombé et qui a perdu connaissance. Certes, il n'a pas fait une crise d'épilepsie après sa chute, mais on voit un autre joueur qui vient à son secours et qui, de façon très dynamique, essaye de lui mettre les doigts dans la bouche pour probablement essayer d'attraper sa langue. Il n'est pas rare de voir des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux où on traite ce genre de gestes héroïques. Ce n'est pas moins héroïque, c'est juste que ce n'est pas la peine de faire ça et on va le voir tout à l'heure. Bien. Donc, pour ce qu'on a pu voir de l'épilepsie à travers ces vidéos, c'est que
Bonsoir, docteur Tofa. Bonsoir, Diana. Oui, donc on peut commencer peut-être à... Est-ce que c'est à mon niveau que ça s'est coupé? Allô? Oui, allô? Oui, donc je disais, on peut commencer à 19h10. Ça laisse le temps à tout le monde de se connecter. D'accord, c'est bon. Ok, parfait. Vraiment?
Allô? Docteur Tofa? Oui, Adja. Donc, quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer. D'accord, merci. Je vais partager mon écran tantôt. Désolé, j'essaie d'activer ma vidéo, mais ça ne marche pas. Je vais regarder de mon côté. Voir, ça se peut qu'il y ait des restrictions. Peut-être que je suis pas assez beau pour l'application. C'est le partage qui ne fonctionne pas ou c'est... C'est juste la caméra. Mais c'est correct, je pense que je vais présenter sans la caméra. Ok, c'est correct. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Bonsoir à tous et merci d'être là. Mon nom est Dena Etoufa, je suis neurologue épileptologue et je travaille dans l'équipe de recherche du docteur Dan Nguyen depuis beaucoup d'années déjà. Et c'est lui qui m'a invité à faire cette présentation. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je refais cette présentation parce que je sais que par le passé, j'avais déjà eu à animer des présentations au profit de la cure. Donc, il y a une série de présentations à faire. Et aujourd'hui, moi, je vais m'atteler à faire un chapitre introductif. Ça veut dire que certaines de vos questions vont rester sans réponse et je m'en excuse. C'est parce que ça va être abordé dans des présentations ultérieures. Et j'ai vu que certaines personnes ont envoyé des questions sur des cas spécifiques et je pense que le mieux pour que les réponses leur soient bénéfiques, ce serait que les réponses soient adressées personnellement. Et je m'engage à faire ce qu'il faut pour apporter ces réponses-là. Donc, pour commencer, j'ai quelques questions pour vous. Vous pouvez prendre des notes sur un bout de papier et puis à la fin, je vais vous reposer les mêmes questions et vous allez voir si vos réponses vont changer ou pas. Donc, première question, c'est que est-ce que les personnes âgées font rarement de l'épilepsie? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne âgée qui fait de l'épilepsie. Deuxième question, c'est est-ce que les crises d'épilepsie se manifestent toujours par de grosses convulsions? C'est les grosses convulsions qu'on connaît et tous les membres bougent de façon très ample. Puis troisième question, devant une crise où la personne fait de grands mouvements, est-ce qu'il faut attraper la personne avec les mains ou bien attacher la personne comme on voit parfois se faire dans des vidéos ou ailleurs? Et la quatrième question, c'est est-ce qu'il faut attendre 30 minutes de crise avant de s'atteler à joindre les urgences? Et ma dernière question, c'est est-ce que les médicaments qu'on prescrit à l'hôpital contre les crises d'épilepsie sont inefficaces dans la plupart des cas ou est-ce qu'ils sont efficaces?
Alors, ces questions seront un bon baromètre pour le degré d'assimilation des informations que je vais vous passer dans cette présentation. Donc, je vous invite à garder une trace de votre opinion sur ces questions-là pour la fin. OK. Donc, aujourd'hui, on va s'atteler à comprendre l'épilepsie. Pour commencer, je vais vous montrer quelques vidéos. Au milieu de la présentation, on va prendre une pause de 5 minutes pour que chacun puisse souffler. Et ensuite, on va continuer avec la deuxième partie de la présentation. Okay. Commençons par les vidéos. Okay. Alors, je préfère ne pas commenter cette vidéo pour le moment. À la fin, je vais revenir dessus. 9 seconds was literally all it took. 9 freaking seconds. Big kick. Oh, it's over. Oh, my goodness. Wow. Unbelievable. Paramedics are in. Je suis désolé, c'est une image assez choquante. C'est une des choses que je ne comprends pas dans la vie. Pourquoi on invite des gens à se battre alors qu'ils n'avaient aucun problème entre eux avant. Toujours est-il que cette personne vient de tomber après avoir reçu un coup de poing et fait une crise épileptique, et sans être épileptique. Okay. What's even worse is how the music is. Donc ici, on voit une souris de laboratoire qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Je sais qu'à certains égards, ça peut être choquant de voir un animal faire une crise, non pas qui est naturellement arrivée, mais qui a été induite par l'humain. Mais on a besoin de faire des recherches pour pouvoir trouver de nouvelles molécules, pour pouvoir vérifier l'efficacité de ces molécules. Et donc, parfois, les animaux vont être utilisés pour ces projets de recherche-là. Et c'est malheureusement un besoin. La première fois, À le voir tout seul. il y avait juste plus loin, Moi, beaucoup plus loin, ouais. Lisa et Julien, et moi j'étais avec Est-ce que vous vous êtes reconnu quand vous avez vu le film? Vous vous êtes dit oui, ça surtout, décrit, vous savez- ça décrit fidèlement ce que j'ai vécu moi. Non, c'est surtout, je pensais à Dalida. À Dalida, et donc, pardon, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh là, c'est malaise. Non, 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 non. Malaise. C'est d'épilepsie. Oh, Ouais. Oui, c'est une crise d'épilepsie. Voilà. Donc, on voit cette jeune dame qui malheureusement a eu une crise d'épilepsie sur un plateau télé. C'est quelque chose qui arrive de façon imprévisible. Certes, parfois, on peut avoir des alertes, mais dans ce cas, elle ne pouvait pas savoir qu'elle aurait sa crise. Et donc, c'est quelque chose qui peut générer beaucoup d'anxiété chez les personnes qui souffrent d'épilepsie. Et beaucoup de travaux sont en cours pour essayer de voir dans quelle mesure on peut anticiper ce genre d'événement. Mais pour l'heure, on n'est pas encore à un niveau très satisfaisant et les travaux continuent quand même. On va y revenir. Bekovec tentokrát malinko riskoval, nechtěl hrát Krama, proto šel do toho souboje hlavou, no a tohle vypadá hodně nepříjemně. Jak jste viděli, tak Francis Cormier okamžitě vydával domácímu golmanovi jazyk. Bien. Ce qu'on vient de voir sur cette vidéo, c'est un joueur de foot qui a reçu un coup et qui est tombé et qui a perdu connaissance. Certes, il n'a pas fait une crise d'épilepsie après sa chute, mais on voit un autre joueur qui vient à son secours et qui, de façon très dynamique, essaye de lui mettre les doigts dans la bouche pour probablement essayer d'attraper sa langue. Il n'est pas rare de voir des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux où on traite ce genre de gestes héroïques. Ce n'est pas moins héroïque, c'est juste que ce n'est pas la peine de faire ça et on va le voir tout à l'heure. Bien. Donc, pour ce qu'on a pu voir de l'épilepsie à travers ces vidéos, c'est que on peut faire des crises d'épilepsie n'importe où, n'importe quand. Et chose encore plus importante, c'est que n'importe qui peut faire des crises d'épilepsie, même sans avoir de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est comme une maladie qui est très, très présente. Il y a près de 60 millions de cas à travers le monde. Et malgré ça, il y a très peu de connaissances dans le grand public sur cette maladie. Et malgré que depuis 2013, il y a eu des initiatives pour essayer de vulgariser un peu les connaissances sur l'épilepsie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et nous nous y attelons du mieux que nous pouvons, mais il y a du champ pour de l'amélioration.
Et en cela, je félicite l'AQE pour tous les efforts qui sont faits pour essayer d'informer le grand public sur la maladie et sur les défis que cette maladie véhicule. Donc, pour les personnes qui vivent avec l'épilepsie, ce n'est pas vraiment facile parce que c'est une maladie qui va engendrer des discriminations. Et il faut savoir que dans certains pays, le problème est tellement grave que l'épilepsie va être associée à des considérations religieuses et autres considérations qui font que les personnes vivant avec l'épilepsie vont être discriminées, vont avoir du mal à trouver de l'emploi ou vont perdre leur emploi simplement parce qu'il y a eu une période où il y a eu un enchaînement de crises. Ce qui est curieux, c'est que pour l'épilepsie, dans plus de 2 tiers des cas, les médicaments suffisent à bloquer les crises. Donc, en réalité, de façon relativement simple, on peut empêcher beaucoup de personnes vivant avec l'épilepsie de faire des crises et de vivre une vie qui se rapproche très bien d'une vie sans épilepsie. Donc, venons aux définitions. Tout à l'heure, je disais que on peut faire une crise d'épilepsie sans avoir de l'épilepsie. Alors, c'est quoi une crise d'épilepsie? Une crise d'épilepsie, c'est un événement qui va impliquer qu'une partie du cerveau va commencer à s'activer de façon spontanée et de façon totalement incohérente avec ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Je peux faire une crise d'épilepsie qui va me faire parler alors que je n'ai pas envie de parler. Je peux faire une crise d'épilepsie qui va me faire réfléchir alors que je n'ai pas envie de réfléchir. Et donc, la crise d'épilepsie, tout ce que ça fait, c'est reproduire une fonction du corps, une fonction du cerveau, qui naturellement est présente, mais qui va juste se produire de façon anormale. Et il faut savoir que lorsque la surface du cerveau qui est concernée par les crises est plus étendue, mais il se peut qu'il y ait une altération de l'état de vigilance de la personne. Donc, la personne devient comme dans la lune. Ou pour quelqu'un qui fait une grosse crise, la personne n'est pas consciente de tout ce qui se passe pendant qu'elle fait sa grosse crise. Et l'épilepsie, ça va donc être une maladie qui prédispose à faire des crises. Donc, faire une crise ne veut pas dire qu'on a l'épilepsie. Faire une crise, c'est faire une crise. Avoir de l'épilepsie, c'est être dans une situation où le cerveau a de grandes chances de faire et refaire des crises. Il y a un concept qui est assez méconnu, c'est la mort subite de la personne qui a l'épilepsie. Et cette mort subite, elle peut arriver dans des cas bien précis qu'on va voir tout à l'heure. Il est clair que ce n'est pas toujours évident d'identifier qui est à risque certain de faire une mort subite. Par contre, on sait qu'il y a certains paramètres qui doivent faire craindre la mort subite inattendue dans l'épilepsie. Et pour ces personnes-là, on va s'atteler à offrir un suivi assez étroit. Okay. Donc, comme je le disais, il faut le retenir, n'importe qui peut faire une crise d'épilepsie. Parlant d'épilepsie, il y a des personnes assez illustres qui avaient l'épilepsie, mais ça ne les a pas empêchés de marquer l'histoire. Et donc, quels que soient les défis que véhicule l'épilepsie, ça ne peut pas être considéré comme une fatalité. On peut toujours être la meilleure personne ou la personne la plus influente de sa génération malgré cette maladie. Ici, on a Jules César, qu'on connaît très bien pour ses grands exploits. Je ne sais pas si c'était des exploits, les peuples qu'il arrivait à conquérir, je ne sais pas si eux ils voyaient ça comme des exploits, mais quand même, il a marqué son époque. On a également Napoléon Bonaparte, qui a marqué aussi son époque à travers des guerres. C'est pas très romantique, mais il a quand même marqué son époque. Molière, qui a laissé une page plus sucrée à l'humanité avec ses poésies et ses autres écrits. Là, on a Alfred Nobel, qui a plus marqué son époque et qui marque encore notre actualité en laissant son nom à un prestigieux prix qui récompense des gens qui essayent de faire de très bonnes choses pour l'humanité. Donc, on a Prince, le chanteur aussi, qui nous a laissé de belles mélodies pour adoucir nos journées. On a également Lil Wayne, un rappeur américain, qui aussi brille par sa musique. Et là, complètement à droite ici, c'est une actrice qui malheureusement est décédée en 2021 après avoir fait une crise dans le jardin de ses parents. Donc, elle a eu une mort subite inattendue dans l'épilepsie. Et c'est assez tragique, mais ce sont des choses qui peuvent arriver et ça doit faire prendre conscience que c'est une maladie qui doit être davantage connue pour que chacun à son niveau puisse prendre les mesures qu'il faut, que de telles tragédies ne se passent pas ou se passent très, très rarement. Donc, quelques chiffres sur l'épilepsie.
plus de 60 millions de cas dans le monde et environ 4 millions de nouveaux cas chaque année. Et il y a de fortes chances que ces chiffres soient sous-estimés parce que dans certaines régions de notre planète, les registres ne sont pas toujours tenus à jour et donc on ne sait pas exactement les chiffres dans ces régions-là. Mais toujours est-il que pour ce qui est documenté, on a plus de 60 millions de cas au monde avec plus de 4 millions de nouveaux cas par an. Et au Canada, il y a donc plus de 300 000 Canadiens, dont plus de 40 000 enfants, ce qui est quand même beaucoup comme nombre, pardon. Et il y a environ 20 000 nouveaux cas chaque année au Canada. Il faut savoir que la plupart des cas sont diagnostiqués avant l'âge de 30 ans. Donc, près de 75% des personnes qui vont être diagnostiquées comme ayant l'épilepsie vont avoir ce diagnostic avant l'âge de 30 ans. Malgré tout, ce qu'on a remarqué au Canada comme ailleurs, c'est que l'épilepsie va avoir une certaine prédominance aux âges extrêmes. Donc, chez les enfants de bas âge et chez les aînés. Et ça permet de répondre un peu à l'une des questions que je posais tout à l'heure. Il faut savoir que les aînés font aussi de l'épilepsie et c'est un groupe qui fait beaucoup plus d'épilepsie que les jeunes adultes. Malheureusement, l'épilepsie vient rarement seule. Donc, dans des cas très fréquents, ça va être associé à des troubles de l'attention, ça va être associé à des troubles du spectre autistique, ça va être associé à la déficience intellectuelle ou à de l'anxiété ou encore à de la dépression, dans des proportions que vous pouvez voir là qui ne sont pas des proportions négligeables. Il faut comprendre que, par exemple, une personne sur deux ayant l'épilepsie va avoir aussi de l'anxiété. Et quand même, près d'un tiers des personnes ayant l'épilepsie souffrent aussi de dépression à un moment ou à un autre de l'évolution de la maladie, ce qui est quand même assez alarmant parce que ce sont des troubles qui peuvent affecter significativement la qualité de vie de ces personnes-là, même si on arrivait à bloquer les crises. Bien. Parlons un peu des bases de l'épilepsie. Donc, dans notre cerveau, il y a des cellules très précieuses qu'on appelle les neurones. Donc, les neurones, c'est comme les princes du cerveau qui sont là pour faire l'essentiel du travail. Mais comme un prince ne peut pas vivre tout seul, il faut qu'il y ait des gens qui l'aident à assumer ses fonctions. Et donc, le neurone a à son service diverses autres cellules qui l'aident à jouer sa fonction et ça permet au neurone de faire ce qu'on lui demande de faire. Alors, le neurone, c'est quoi son rôle? Il se charge de véhiculer de l'électricité. C'est un peu comme les câbles qu'on branche dans nos prises pour pouvoir allumer nos appareils et c'est exactement ça que le neurone va s'atteler à faire. Qui conduit l'électricité dans le cerveau. Et l'électricité qu'il conduit, c'est ça le message qui passe dans le cerveau. Si je parle, c'est parce qu'il y a de l'électricité qui va être conduite dans des neurones bien spécifiques de mon cerveau et ça va permettre de générer à terme les paroles que j'émets. Si je marche, c'est parce que des neurones véhiculent de l'électricité pour pouvoir faire ce qu'il faut pour que je puisse marcher. Mais sans l'aide des cellules qui aident les neurones, l'électricité ne va pas bien circuler. Alors, il faut savoir que pour l'électricité, tout va bien quand les prises marchent bien, les câbles sont corrects, puis tout ce qu'il y a autour des câbles aussi est correct. Mais si jamais il y a de l'eau, par exemple, qui rentre dans une prise, on peut faire face à des problèmes. On peut avoir un bris. Et c'est exactement ce qui va se passer dans l'épilepsie. Donc, il va y avoir des problèmes, soit au niveau des neurones, soit au niveau des cellules qui aident les neurones. Sauf que dans tous les cas, dès qu'il y a ce type de problème, on s'expose au risque que l'électricité ne circule plus de la bonne façon. Et pour ce qui est de l'épilepsie, on peut caricaturer en disant que l'électricité va circuler de façon exagérée. Bien. J'ai dit tout à l'heure que n'importe qui peut faire une crise. Je le redis parce qu'en le redisant, le message a plus de chances de rester. Imaginez un scénario où vous avez un verre qui est vide et que vous devez remplir. Ça vous prend un verre entier pour remplir le verre qui est vide. Imaginez que le verre soit déjà à moitié plein. Mais il vous faut juste un demi-verre pour le remplir. Imaginez que le verre soit quasiment rempli. Si vous vous attelez à verser un verre entier d'eau dans un verre qui était déjà presque rempli, il va déborder. Alors, quand je parle du verre, on va le voir, c'est que le sujet qui n'a pas d'épilepsie, il est comme un verre vide. L'eau, c'est comme tout ce qui peut causer du stress dans le cerveau et qui peut favoriser une crise. Donc, pour quelqu'un dont le verre est vide, il peut encaisser beaucoup d'eau. Donc, il peut encaisser beaucoup de facteurs qui agressent son cerveau sans qu'une crise ne sorte. Mais si les facteurs sont trop, il va faire une crise pareille. Quelqu'un qui a le verre qui est à moitié plein, c'est quelqu'un qui a un risque relativement modéré de faire des crises. Alors,
cette personne va faire des crises pour des facteurs qui agressent son cerveau de façon relativement modérée. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est que au Japon, dans les années 90, il y a un dessin animé qui était sorti et qui impliquait des alternances de couleurs très, très vives. Et ce qui s'est passé, c'est que des milliers d'enfants à travers le Japon ont fait des crises d'épilepsie en regardant ce dessin animé-là. Et beaucoup parmi ces enfants, entre la grande majorité de ces enfants, n'avaient jamais fait de crise par le passé et n'ont plus jamais refait de crise après ce dessin animé. Ça veut dire que c'était des enfants dont les verres étaient à moitié pleins. Ils ont fait des crises simplement en regardant la télé, mais en dehors de ça, ils n'ont plus fait de crise parce qu'ils ne se sont plus jamais retrouvés exposés à de telles images. Mais on ne peut pas dire que leur verre était vide. Les enfants dont les verres étaient vides sont les enfants qui n'ont pas fait de crise alors qu'ils ont regardé le dessin animé. Et maintenant, il y a ceux dont le verre est quasiment plein. Ce sont des personnes qui déjà faisaient des crises. Et donc, si ces personnes se retrouvent exposées au dessin animé dont je parlais, je suis sûr que ces personnes ont fait des crises aussi pendant ce dessin animé. Mais attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est sensible à que toutes les personnes qui vivent avec l'épilepsie sont sensibles à ce genre d'image. C'est juste une illustration que je vous faisais. Donc, on retient que n'importe qui peut faire des crises, mais certaines personnes vont avoir une prédisposition plus forte que d'autres personnes. Et si je reviens sur la diapositive précédente, ce qu'on peut voir ici pour la balance, c'est que dans notre cerveau, il y a des éléments qui permettent aux neurones dont je parlais tout à l'heure de communiquer entre eux. Et ces éléments vont faire que, globalement, on va avoir dans le cerveau, d'un côté, un certain nombre de connexions qui favorisent l'activation du cerveau, puis de l'autre côté, on va avoir des éléments qui ont tendance à faire dormir le cerveau. Il faut un équilibre entre les deux. Il faut toujours un équilibre dans la vie. Mais parfois, on va se retrouver dans un contexte où ce qui a tendance à faire dormir le cerveau va l'emporter. Mais dans ce cas, le cerveau, il sera tout calme, sauf on va assister à une activité du cerveau qui ralentit. Donc, on va se retrouver peut-être avec quelqu'un qui marche lentement ou qui parle lentement ou qui réfléchit lentement. Mais en tout cas, tout devient plus lent dans les activités du cerveau. Deuxième cas de figure, plutôt que d'avoir un cerveau dont les connexions qui font dormir l'emportent, on va avoir un cerveau pour lequel tout ce qui a tendance à hyperactiver le cerveau va l'emporter. Et dans ce cas, on va se retrouver avec une hyperactivité du cerveau qui peut se manifester autrement que par des crises d'épilepsie, mais qui parfois peut se manifester aussi par des crises d'épilepsie. Donc, on retient qu'il y a une balance entre l'excitation et ce qu'on appelle l'inhibition ou l'endormissement du cerveau. Et que quand l'équilibre est rompu en faveur de l'excitation, on peut se retrouver avec un scénario de crise d'épilepsie. Bien. Une question assez précieuse, c'est qu'est-ce qui cause l'épilepsie? Toutes les fois que quelqu'un a voulu me poser des questions sur l'épilepsie par curiosité, je peux dire que peut-être 9 fois sur 10, là, c'était pour savoir les causes de l'épilepsie. Et donc, c'est un élément précieux sur lequel je vais insister. Alors, globalement, on classifie ces causes à l'hôpital en 6 catégories. La première catégorie ne va pas exclure la deuxième ni la troisième. Donc, il se peut qu'une cause puisse être rangée dans 2 catégories différentes ou dans 3 catégories. Mais pour pouvoir se retrouver, nous, on considère 6 catégories. Donc, la première catégorie de causes, ce sont les causes structurelles. Structurel, c'est un mot qui paraît sophistiqué, et c'est simplement pour dire que pour ces causes-là, quand on regarde l'imagerie du cerveau, on arrive à voir quelque chose de manifeste, quelque chose qui peut être par exemple une cicatrice dans le cerveau, et la cicatrice, ça peut faire suite à n'importe quelle agression récente ou très très ancienne du cerveau. Mais parfois, ce n'est pas une cicatrice liée à une blessure antérieure du cerveau. Parfois, c'est juste une tumeur qui est dans le cerveau ou d'autres types d'anomalies, mais qui restent visibles à l'imagerie du cerveau. Deuxième type de cause, ce sont les causes génétiques. La génétique, c'est ce qu'il y a de plus fabuleux dans la nature et ça nous permet d'hériter de la beauté de nos parents, de leur intelligence ou de plein d'autres choses qu'on admire chez nos parents, mais ça peut aussi nous faire hériter de certaines maladies chez les parents ou chez les grands-parents. Parfois, la génétique va s'impliquer dans les causes de l'épilepsie sans qu'il ne soit question d'héritage des parents. Et je vais revenir sur cette notion tout à l'heure. Mais tout ce qu'on va retenir, c'est que la génétique a un rôle à jouer dans l'épilepsie. Troisième type de cause, ce sont les causes infectieuses. Donc, il y a une infection, il faut que cette infection atteigne le cerveau pour qu'on puisse l'associer à l'épilepsie qui vient avec. Et donc, on va se retrouver dans un contexte où
il y a soit des bactéries, soit des parasites, soit des virus qui vont agresser le cerveau et qui vont entraîner des désordres suffisamment importants pour qu'on se retrouve avec un cerveau hyperactif. Et généralement, cette hyperactivité, ça va être local au niveau de l'endroit qui est affecté par les microbes. Et parfois, si l'atteinte est plus étendue dans le cerveau, on peut se retrouver avec des crises qui sont beaucoup plus grosses. Il faut savoir aussi que les infections, malheureusement, ça peut entraîner de l'épilepsie, mais de façon retardée. Donc, je peux très bien faire une infection du cerveau en 2025, puis peut-être même faire 1 ou 2 crises à l'occasion, et tout ira très bien pendant 10 ans, et puis après ça, je vais faire de l'épilepsie. Et dans ce cas, on ne va pas considérer ça comme une épilepsie de cause infectieuse, mais plutôt une épilepsie structurelle, parce que certainement quand on va regarder l'imagerie dans 10 ans, on va voir qu'il y a des séquelles de l'infection que j'avais eue 10 ans plus tôt. Il y a des causes métaboliques. Et les causes métaboliques, c'est que le cerveau n'arrive pas à bien assimiler l'énergie qu'on lui donne, ou le cerveau n'arrive pas à bien assurer un équilibre dans la gestion des déchets ou bien dans le traitement de certains nutriments qui lui sont apportés par l'alimentation. Il y a à côté de ça ce qu'on appelle les causes immunes. Nous avons un système qui nous permet de nous défendre contre les corps étrangers. Et donc, quand il y a un microbe qui rentre dans notre corps, il y a des gendarmes qui sont dans notre corps et qui se chargent d'agresser rapidement le microbe pour qu'il ne cause pas plus de dégâts qu'il en a causé juste après son entrée. Mais parfois, ça se retourne contre nous. Donc, vous avez un microbe qui entre dans l'organisme et il y a des gendarmes, des cellules gendarmes qui sont dans l'organisme qui essayent de s'attaquer au microbe. Sauf que le microbe, il ressemble un peu à nos cellules, parfois. Et si le microbe ressemble un peu à nos cellules, les éléments que les cellules gendarmes vont sécréter contre les microbes pour pouvoir tuer les microbes, mais ces éléments vont s'attaquer aussi aux cellules de l'organisme. Et parfois, ça peut s'attaquer aux cellules du cerveau. Et dans ce cas, on va se retrouver avec une épilepsie, malheureusement, qui est liée au système de défense de l'organisme. Et dans certains cas, on ne retrouve pas de cause. Il y a malheureusement des limites dans les examens qu'on peut faire de façon aisée pour trouver les causes. Puis, même si on avait la possibilité de faire tous les examens possibles, il y a encore des causes qui peuvent rester inconnues, simplement parce que pour le moment, on n'a pas encore pensé à ces causes-là, ou peut-être parce que aussi on n'a pas encore des moyens pour pouvoir investiguer ces causes-là. Et de toute façon, si on ne pense pas à des causes, on ne peut pas savoir les moyens pour pouvoir trouver ces causes-là. Donc voici ici des exemples de causes structurelles. Souvenez-vous que quand on parlait de causes structurelles, soit on a une séquelle, donc une cicatrice d'une blessure ancienne ou un peu plus récente dans le cerveau, ou ça peut être une tumeur, ou ça peut être une malformation. Donc, vous avez par exemple ici une partie du cerveau qui n'a jamais existé dans la tête de ce patient. Et ici, par exemple, vous avez un cerveau dont la surface est très lisse et plus épaisse que la normale. Donc, c'est une anomalie qui fait que la partie superficielle du cerveau va avoir des connexions qui ne sont pas du tout les connexions qu'un cerveau normal devrait avoir. Et dans ce cas de figure, on va se retrouver avec une épilepsie. Voici un autre cas de figure de cause structurelle où on a un cerveau qui présente des ramifications à sa surface qui sont très, très fines, très abondantes. C'est une anomalie, une malformation du cerveau qui est réputée générer des crises très sévères et qui nécessite généralement la chirurgie. Donc, voici des exemples de causes infectieuses. Donc, je prends juste des exemples comme ça. Hein. Ici, par exemple, on a un abcès cérébral. Et vous pouvez voir que ça c'est le cerveau. Okay. L'abcès est ici. C'est exactement comme les abcès qu'on a au niveau du bras ou n'importe où, où ça peut arriver. Sauf que quand ça se passe dans le cerveau, ça fait souffrir le cerveau. Et quand ça fait souffrir le cerveau, ça peut entraîner des crises d'épilepsie. Donc, dans l'image qui est à gauche ici, c'est plutôt du pus qui s'est collecté à côté du cerveau et qui fait souffrir le cerveau. Je vous épargne les autres images. Et donc, tout à l'heure, je vous avais dit que j'allais revenir sur la génétique dans l'épilepsie. On peut regrouper l'intérêt de la génétique dans l'épilepsie en 3 éléments. Première chose, c'est que la génétique peut juste rendre
vulnérables à développer une épilepsie. Je devine que vous avez déjà entendu parler des accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux, ce sont des événements qui font que dans le cerveau, un vaisseau qui apporte le sang au cerveau va soit se boucher, soit éclater. Quand ça se bouche, la partie du cerveau qui devait recevoir du sang se retrouve privée de sang et meurt. Quand un vaisseau éclate, il y a du sang qui sort du vaisseau. Donc, ce sang, là où ça devait aider le cerveau à vivre, ben, ça ne va plus là-bas. Et donc, cette partie va souffrir, voire mourir. Et le sang, en se collectant, il va comprimer un peu le cerveau. Toujours est-il que chez ces personnes, parfois, au bout de quelques mois ou quelques années, on se retrouve avec une épilepsie qui va survenir. Et l'épilepsie est directement liée à l'accident vasculaire cérébral qui s'est passé quelques mois plus tôt ou quelques années plus tôt. Ce qu'on remarque, c'est que ce ne sont pas toutes les personnes qui vont faire un accident vasculaire cérébral et qui, par la suite, vont faire une épilepsie. Pourquoi? Ça, c'est parce que la génétique a un rôle à jouer. Donc, dans certains cas, la génétique prédispose les personnes qui vont faire de l'épilepsie à faire de l'épilepsie après avoir fait un accident vasculaire cérébral. Alors que dans d'autres cas, ben, à cause du patrimoine génétique de certaines personnes, malgré leur accident vasculaire cérébral, ben, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, on ne note pas d'épilepsie. Donc, il y a quand même un facteur génétique qui est là. Je peux prendre un autre exemple. Il y a des gens qui vont faire un accident de la voie publique avec un choc au niveau de la tête et qui vont développer une épilepsie plus tard. Tandis qu'il y a d'autres qui vont faire un choc au niveau de la tête mais qui ne vont pas développer une épilepsie. Là, la génétique joue un rôle. Quel gène est impliqué dedans? Ce n'est pas encore très connu, en tout cas pas à ma connaissance, mais on peut clairement dire qu'il y a un élément génétique qui module la vulnérabilité à des facteurs qui agressent le cerveau. Donc ça, c'est le premier cas de figure où la génétique joue un rôle. Deuxième cas de figure, on va avoir la génétique qui va modifier le niveau d'excitation des cellules du cerveau par rapport à la normale. Souvenez-vous que la cellule principale du cerveau, c'était le neurone, c'est toujours le neurone d'ailleurs. Et le neurone, ben, il fonctionne à l'électricité. Chaque neurone doit véhiculer l'électricité d'une certaine façon. Mais si un neurone n'est pas bien fait, s'il n'est pas bien constitué, ben, il ne va pas bien fonctionner. Il va conduire soit trop d'électricité, soit trop peu d'électricité. Dans les deux cas, ça peut avoir des conséquences. Et la génétique peut jouer un rôle dans cette prédisposition des neurones à trop conduire l'électricité ou à trop peu conduire l'électricité. Et ça peut aboutir à de l'épilepsie. Chez de tels patients, on peut se retrouver dans un cas de figure où les neurones ne conduisent pas bien l'électricité, mais quand on fait l'imagerie du cerveau, on ne voit rien. On voit rien. On voit juste le cerveau comme il devrait être. C'est juste que tant qu'on n'a pas fait les techniques d'imagerie qui permettent de voir le fonctionnement du cerveau, et on va avoir l'impression que tout va bien. Okay? Donc, la génétique peut entraîner une épilepsie sans qu'il n'y ait de cicatrices dans le cerveau, sans qu'il y ait une malformation visible, sans qu'il n'y ait d'autres problèmes visibles sur les imageries simples. Mais il faut savoir aussi que, et là c'est le troisième cas de figure, la génétique peut entraîner l'épilepsie par le biais de malformations. Donc, on a un problème génétique et ce problème génétique va entraîner une malformation du cerveau et du fait de la malformation du cerveau, on se retrouve avec une épilepsie. Donc, je résume. 3 cas de figure. Premier cas, la génétique affecte la vulnérabilité aux agressions du cerveau. Ça va faire que certains vont développer de l'épilepsie après une agression du cerveau et d'autres ne vont pas en développer. Deuxième cas de figure, la génétique affecte la capacité des neurones du cerveau à conduire l'électricité de façon adéquate. Et dans ce cas de figure, on va se retrouver parfois avec une épilepsie, alors que sur les imageries simples, on va avoir un cerveau qui n'a pas de cicatrice, qui n'a pas de malformation, qui n'a pas de tumeur, qui n'a rien. Tout semble aller très bien. Troisième cas de figure, on peut avoir la génétique qui va causer des malformations dans le cerveau, qui va causer des tumeurs, ou qui va causer d'autres problèmes visibles, et ces problèmes vont aboutir à une épilepsie. Bien. Quand on parle de génétique, on pense directement aux parents. Ils ne font pas que nous donner de l'amour, parfois ils nous donnent des maladies. Donc, le code génétique que nous avons, on l'hérite de notre père et de notre mère. Et le code génétique qu'on va hériter des parents, il peut être responsable de l'épilepsie. Et donc, si c'est responsable de l'épilepsie, on va parler d'hérédité, alors que dans certains cas, on va avoir une anomalie génétique qui apparaît chez l'enfant, alors qu'il n'y a pas du tout d'anomalie chez les parents. Dans ce cas, on va parler
de mutation de nouveau. Je me garde de vous montrer les exemples. J'en ai préparé, comme vous pouvez le voir à droite de l'écran. Mais après la présentation, on pourra revenir dessus s'il y a des gens qui veulent comprendre davantage comment la transmission génétique peut se structurer et affecter la transmission des parents jusqu'aux enfants. Bien. Là, on a fait environ 40 minutes. On va faire une pause de 5 minutes. Et s'il y a de petites questions au temps, je suis disposé à y répondre. Bien, très bonne question. Donc, il y a Madame Sophie Leclerc qui demande comment savoir si l'épilepsie est génétique chez un enfant. Quand on fait le diagnostic d'épilepsie, c'est la première étape. Donc, confirmer d'abord qu'il y a de l'épilepsie. Et après avoir confirmé qu'il y a de l'épilepsie, on s'attelle à savoir pourquoi il y a de l'épilepsie. On a des tests qui sont prescrits de façon assez systématique pour essayer de trouver les causes les plus terre à terre. Et le test par excellence qu'on fait, c'est la résonance magnétique du cerveau. C'est une technique d'imagerie du cerveau qui permet d'avoir quand même une très bonne vue du cerveau. Et on va s'atteler à rechercher des anomalies visibles sur cette imagerie simple. Et parfois, on ne trouve pas d'anomalies. Et quand on ne trouve pas d'anomalies sur l'imagerie par résonance magnétique du cerveau, ben, on commence à se dire, mais c'est probablement génétique. Mais on ne se lance pas directement sur les tests génétiques. Parfois, on peut faire si on a d'autres éléments de suspicion qui nous orientent vers la génétique. Mais la première chose qu'on fait, c'est de demander si dans la famille, il y a d'autres personnes qui souffrent d'épilepsie. Donc, parfois, on a des éléments qui nous orientent simplement parce qu'il y a une notion d'épilepsie chez le père ou chez la mère ou chez un grand-parent. Puis ça, la suspicion devient plus forte et on va faire les tests, on va faire les investigations qu'il faut. Si les parents qui présentent aussi de l'épilepsie, s'ils sont disposés à collaborer, il y a des tests qui vont se faire chez eux aussi. Et en attendant, on arrive à trouver les anomalies ou l'anomalie génétique qui potentiellement génère l'épilepsie. Parfois, on trouve de façon claire des anomalies génétiques qui sont déjà connues. Parfois, on trouve quelque chose qui semble suspect, mais on n'arrive pas à mettre un lien formel entre l'anomalie qui a été trouvée et l'épilepsie. Et dans ce cas, il y a des façons de publier ces anomalies-là, bien entendu avec le consentement des patients, pour que si d'autres personnes remarquent la même anomalie avec de l'épilepsie, bien, que ça fasse plusieurs cas et qu'on commence à se dire, ah mais tiens, ça fait plusieurs fois qu'on a retrouvé cette anomalie-là dans des cas d'épilepsie, et donc c'est potentiellement une anomalie qui est génératrice d'épilepsie. Mais ce n'est pas toujours évident, il faut beaucoup de raisonnement derrière, beaucoup de travail, beaucoup de discussions avec des collègues sur place ou un peu partout dans le monde. Je vous en prie. OK. Donc, la deuxième question, c'est Madame Annie, c'est même si l'épilepsie est contrôlée ou guérie, les risques de TDAH, dépression, anxiété sont toujours majorés? Bien, c'est une excellente question. Il faut savoir que l'épilepsie est la conséquence de certain nombre de choses qui se passent dans le cerveau. Et les choses qui entraînent l'épilepsie, ce sont ces mêmes choses qui entraînent potentiellement les autres éléments qui sont associés à l'épilepsie. Et donc, à moins d'avoir guéri la cause de l'épilepsie, on n'est pas à l'abri des autres problèmes. Cela dit, il faut savoir que la répétition des crises en elle-même, ça peut causer de l'anxiété. D'accord? Et dans ce cas de figure, agir sur les crises, en soi, c'est quelque chose qui suffit à réduire significativement l'anxiété, voire à annuler l'anxiété dans certains cas. Mais ce n'est pas garanti, il n'y a rien de garanti, c'est vraiment au cas par cas. Donc, est-ce qu'il est facile de contrôler l'épilepsie après un AVC? Chose intéressante, chez les personnes âgées, qui sont les personnes qui font le plus d'AVC, l'épilepsie est souvent, ça répond très bien aux médicaments. C'est quand même assez encourageant chez les personnes âgées. Et donc, oui, après un AVC, on peut très bien contrôler l'épilepsie avec les médicaments, mais il faut savoir que ce n'est pas dans tous les cas que ça réussit. Donc,
comme pour les personnes plus jeunes ou les personnes qui n'ont pas d'AVC, il y a certains cas pour lesquels on va avoir une non-réponse ou une faible réponse aux médicaments. Mais c'est de l'ordre de 20% environ. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre la neurofibromatose et l'épilepsie? La neurofibromatose, c'est une maladie qui peut se manifester de plusieurs façons. Et oui, comme dans tous les cas où on a des éléments qui peuvent affecter le cerveau, on peut se retrouver avec de l'épilepsie. En cas de crise, je sais que j'ai dit 5 minutes, on va juste aborder peut-être de 2 minutes, j'irai vite. Puis s'il y a d'autres, si je ne réponds pas à certaines questions, ben on va les prendre et puis on va y répondre plus tard d'une autre façon. N'hésitez pas à envoyer les questions directement à la QE par la suite. Donc, la question suivante, c'est en cas de crise en lien avec des raisons métaboliques ou infectieuses, est-ce que les risques de crise perdurent dans le temps ou seulement le temps de l'infection ou de la perturbation métabolique? Donc, quelqu'un qui n'a pas mangé le matin, qui se retrouve en hypoglycémie, peut faire une crise d'épilepsie. Et ça ne veut pas dire que la personne a de l'épilepsie. La personne a fait une crise parce qu'elle n'a pas mangé et que les neurones du cerveau, mais qu'ils ont faim, ils font ce qu'ils veulent. Donc, on peut faire une crise d'épilepsie comme ça. On peut faire une crise d'épilepsie parce qu'on est déshydraté, par exemple, et que le sodium dans le sang ou bien le potassium, ça s'est retrouvé à des taux qui ne sont pas convenables. Et donc, dans ce cas, on fait une crise d'épilepsie, mais ça ne veut pas dire qu'on a l'épilepsie. Donc, dans ces cas, vous pouvez faire la crise et puis ne plus faire du tout de crise après parce que justement, l'élément qui a créé la crise d'épilepsie, ben, il n'est plus là. Donc, si vous n'êtes plus déshydraté, il n'y a pas de raison que vous fassiez encore des crises. Par contre, il y a des maladies dans lesquelles on va avoir un désordre de concentration du sodium ou un désordre de concentration de l'utilisation du glucose de façon prolongée dans le temps. Et donc, dans ces cas de figure, tant qu'il y a le désordre dans le sang qui fait que les neurones ne fonctionnent pas bien, ben, il y a une prédisposition à faire des crises d'épilepsie. Et donc, dans ce cas, on va parler d'épilepsie chez ces personnes-là et d'épilepsie qui, bien entendu, s'étale sur la durée. Pour la question suivante, je vous prie de peut-être communiquer avec la QE et il est prévu qu'on puisse aborder ce genre de questions en privé. Je suis vraiment désolé pour cette situation, mais il y a des ressources et puis on va se tenir à vos dispositions. D'accord. Donc, je vais revenir plus tard sur les causes structurelles. OK. Et pour les autres questions aussi, je vais y revenir soit à la fin de la présentation, soit je vais répondre aux questions. Après, on va trouver une formule avec Mme Abdoulaye pour répondre à toutes les questions. Donc, je vais continuer avec la deuxième partie de la présentation. Désolé pour les questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, merci. Donc, maintenant, on va parler des manifestations des crises d'épilepsie. On a, de façon un peu grossière, 2 types de crises. Les crises généralisées et les crises qui sont dites focales. Dans les crises généralisées, le cerveau, il se retrouve pris dans sa totalité d'emblée dans la crise. Donc, dès le départ, tout le cerveau est concerné. En tout cas, les 2 bords du cerveau sont concernés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se passe jamais de façon parfaite comme ça. Mais ce qu'on va observer, ça va nous donner l'impression que d'emblée, les 2 côtés du cerveau sont concernés par la crise. Et dans ce cas, on parle de crise généralisée. Deuxième cas de figure, ce sont les crises focales. Focale, comme le nom l'indique, c'est que ça commence à un endroit bien précis. Donc, c'est focus. Et ce qui va se passer, c'est que soit la crise va se limiter à la région où elle a commencé, soit elle va commencer à une région bien déterminée, et ensuite, elle va recruter d'autres régions du cerveau. Et ces régions qui vont être recrutées, ce ne sont pas forcément les régions qui sont juste à côté. Ce sont les régions qui sont étroitement connectées à la région concernée. Je vous donne un exemple quand je parle de connexion et pas de proximité. Donc, oui, parfois on a une question de proximité dans la propagation des crises, mais parfois ce n'est pas du tout la proximité qui détermine quelle région du cerveau va être contaminée en premier après le début de la crise. Pour les fonctions de notre cerveau, il y a un travail d'équipe qui se fait. D'une certaine façon, les différentes régions de notre cerveau sont spécialisées dans des fonctions bien déterminées. Sauf que
pour les fonctions de chacune de ces régions, il faut de la collaboration. Et cette collaboration, elle va être d'autant plus forte que des régions données ont besoin de se concerter pour qu'une fonction donnée se fasse très bien. Et donc, si je parle, par exemple, je réfléchis par rapport à ce que je dis, je vais chercher dans ma mémoire des informations de mes études qui m'aident à élaborer ma pensée. Puis, je vais aussi solliciter la partie de mon cerveau qui s'occupe de faire bouger les muscles de mes joues, de ma langue, de ma gorge. Et c'est tout ça qui travaille de façon concertée pour que je puisse vous faire une présentation. Et donc, ce sont des régions qui sont connectées, mais ce ne sont pas forcément des régions qui sont côte à côte, toutes ces régions-là. Et les connexions qui servent à ces régions à se concerter, ce sont aussi des connexions qui vont servir à la crise d'épilepsie, à voyager à travers le cerveau. Et c'est comme ça donc que ça se passe dans le cerveau pour que les crises se propagent de leur point de départ jusqu'à d'autres zones. Et parfois, la propagation peut se faire de telle sorte qu'on part initialement d'une zone bien précise du cerveau, et plus tard, on se retrouve avec tout le cerveau qui est concerné par la crise. Donc, on peut partir d'une crise focale et aboutir à une crise qui ressemble à une crise généralisée. Avant, on parlait de crise partielle, secondairement généralisée. Maintenant, on parle de crise focale à bilatérale tonico-clonique. Mais c'est juste la même chose. Donc, comment ça se passe, les crises? Parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, il y a des alertes. Donc, il y a des gens qui vont présenter peut-être une crise à 17 h et qui, toute la journée, vont se sentir un peu bizarres ou qui vont se sentir très angoissés pendant la journée ou qui vont ressentir d'autres choses. Et ces choses, ce ne sont pas des crises, toujours. Parfois, même, ce sont des micro-crises, mais parfois, ce sont juste des sensations qui annoncent la venue de la crise quelques heures plus tard. Et il faut savoir aussi que on ne peut pas dire de façon formelle que peut-être l'angoisse ne contribue pas à favoriser la crise. Donc, il y a peut-être, dans certains cas, pas dans tous les cas, des personnes qui vont avoir une certaine sensation le matin, puis ça leur crée de l'angoisse, et elles se disent, ben, peut-être que je vais faire une crise, c'est pour ça que j'ai eu cette sensation. Et donc, le stress qui est associé à cela va plus tard dans la journée générer la crise. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a d'autres personnes pour lesquelles c'est juste un phénomène qu'on n'arrive pas encore à très bien s'expliquer. Il y a des travaux qui vont certainement nous permettre de comprendre davantage ça plus tard, mais pour le moment, on se pose encore des questions pour comprendre ce qui fait que parfois on a ces signes annonciateurs-là. Bien. Donc, après cette phase d'alerte qui n'existe pas chez toutes les personnes vivant avec l'épilepsie, on a la crise en elle-même. Et la crise, elle peut se résumer à un signe ou un symptôme, ou à rien du tout même parfois. Donc, parfois, on a des crises qui se produisent dans le cerveau, mais qui n'ont aucune manifestation. Même la personne qui a ça ne va même pas savoir qu'elle a une crise qui se produit. Il y a des travaux qui ont été faits et qui ont montré que chez les personnes âgées qui sont à une phase modérée de la maladie d'Alzheimer, donc chez ces personnes, on peut se retrouver avec plus de 50% d'entre elles qui présentent des crises qui évoluent silencieusement. Il faut parfois des électrodes spéciales qu'on enfonce carrément dans le cerveau pour pouvoir détecter ces crises. Donc, tout ça pour vous dire que parfois, les crises se passent et puis on n'a rien. La personne ne bouge pas et la personne n'est même pas au courant qu'elle fait une crise, mais il y a quand même une partie de son cerveau qui est hyperactive. Ça, c'est parce que généralement, ce sont des parties du cerveau qui ont très peu d'activité consciente. Et donc, ça ne perturbe pas les interactions que la personne a avec son environnement. Ou parfois, c'est juste que les crises s'intéressent à une zone trop petite pour que le cerveau soit très perturbé dans sa capacité à remplir ses fonctions. Donc, quand on a un seul signe ou bien un seul symptôme, ça, c'est parce que le cerveau, il génère la crise à un endroit très réduit. Donc, si c'est la région du cerveau qui s'occupe de la vision, et la personne va avoir des manifestations visuelles. Et chose curieuse, c'est que les crises, ça peut se manifester soit par des images qui sont fausses, soit par une déformation des images de l'environnement de la personne. Donc, il y a de vraies images, mais c'est juste que ces images seront déformées. Soit c'est juste que la personne, elle ne voit plus carrément, quasiment, pendant toute la durée de sa crise. Elle va voir peut-être des flashs lumineux ou d'autres choses, ou une vision comme voilée. Donc,
Si c'est pour l'audition, par exemple, on peut avoir une personne qui va entendre des bruits pendant sa crise ou qui, plutôt que d'entendre des bruits, va avoir une impression de surdité pendant quelques secondes, donc pendant la durée de la crise, ou parfois ce sont juste des sons déformés que la personne va entendre. Soit les sons sont lointains, soit la tonalité des sons est changée. Dans tous les cas, on va avoir une perturbation de l'audition pendant la crise parce que c'est la région de l'audition qui décharge. Si c'est la région du langage, la personne va émettre des sons. Ça, c'est la région du langage qui s'occupe de générer des paroles. Si c'est la partie qui s'occupe de comprendre les paroles, la personne va avoir du mal à comprendre les paroles pendant sa crise, etc. Donc, les manifestations de la crise vont dépendre de la zone du cerveau qui est en crise. Donc, ce sont les fonctions de cette zone du cerveau qui vont être perturbées. Parfois, on peut avoir une séquence de signes. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de propagation de la crise. Donc, la crise commence à un endroit donné et ensuite, la crise va contaminer d'autres endroits du cerveau. Et au fur et à mesure que la crise passe d'un endroit A à un endroit B qui est recruté, et on va avoir des manifestations qui changent. Il se peut que la personne qui fait la crise va sentir quelque chose au début et ensuite va sentir quelque chose d'autre parce que la crise a rajouté une deuxième région à son actif et donc la personne en est consciente et relate ça. Mais parfois, après la première région, la personne n'est plus très consciente, donc elle ne va pas savoir les manifestations qui vont suivre. Les crises, elles vont durer typiquement 3 secondes à 2 minutes. Mais il faut savoir que parfois, on peut avoir des crises bien plus longues. Sauf que des crises plus longues, il faut s'en inquiéter et on va le voir tout à l'heure. Après les crises, on peut avoir une personne qui retourne tranquillement à son état normal, comme si rien ne s'était passé. Et parfois, la personne peut se souvenir de ce qui s'est passé, parfois, elle peut n'avoir aucun souvenir de ce qui s'est passé. Mais généralement, quand quelqu'un va avoir 0 souvenir de sa crise, c'est que pendant sa crise, la personne a perdu connaissance. Perdre connaissance, que je dis ici, ça ne veut pas dire que la personne tombe évanouie, là. C'est juste que la personne n'est plus là, elle est comme dans la lune. Donc, parfois, on peut avoir une faiblesse. La faiblesse, ça peut concerner la motricité d'un membre. Ça, c'est souvent chez les enfants qu'on observe ça. Ou ça peut concerner une fonction. Donc, si c'était la région du langage qui a beaucoup souffert pendant la crise, mais pendant quelques minutes ou un peu plus après la crise, la personne va avoir soit du mal à parler, soit du mal à comprendre. Et ça se résout tout seul, le temps que les régions qui ont trop travaillé pendant la crise récupèrent. C'est comme quand on a trop couru, là. À un moment donné, on n'arrive même plus à marcher, on s'arrête et on marche pour récupérer. Et quand on a fini de récupérer, on est prêt à courir à nouveau ou à rentrer pour regarder la télé. Mais dans tous les cas, on a récupéré. On peut avoir un état de confusion. Donc, parfois, après une crise qui a sollicité de façon trop intense le cerveau, ce qui va se passer, c'est que le cerveau est tellement brûlé que la personne, elle n'est pas capable de retrouver un état de raisonnement normal juste après la crise. Et ça peut lui prendre quelques minutes ou quelques heures même parfois pour pouvoir récupérer un niveau de raisonnement comme ce qui était le cas avant la crise. Dans certains cas de figure, quand il y a une succession de plusieurs crises de façon rapprochée, on peut aboutir à ce qu'on appelle une psychose post-ictale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause de l'accumulation de crises en un intervalle de temps très court, le cerveau il devient totalement désorganisé. Et donc, pendant une journée ou 3 jours, la personne va se retrouver totalement confuse. Elle peut même être agressive. En tout cas, ce sera une personne totalement différente qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est d'habitude. Alors, il faut que les gens sachent cette possibilité-là dans le grand public parce que parfois, des gens ils se font juger à tort, alors que simplement, c'est juste qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font parce qu'ils ont fait un certain nombre de crises. Quand la personne est connue pour avoir de l'épilepsie et que son comportement change comme ça, bien, là encore, on peut se poser des questions, mais parfois, il y a des gens qui ne sont pas connus pour avoir de l'épilepsie, mais qui vont faire pareil des crises de façon très répétée et qui vont se retrouver dans cet état de psychose post-ictale. Et ça, on observe ça souvent chez les personnes âgées. Parfois, on n'arrive pas à mettre une étiquette dessus. On dit, oh non, c'est parce que la personne est âgée qu'elle se comporte comme ça. Mais non, la personne a peut-être fait de petites crises dans son cerveau et puis ça aboutit à cet état de fait. Donc, à part la confusion, l'autre chose qu'on peut avoir, c'est le coma. Et puis ça, c'est quand il y a de grosses crises qui sont très rapprochées ou une grosse crise qui est vraiment prolongée. Et on va voir tout à l'heure ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Dernier cas de figure, c'est le décès.
Et ça, c'est l'issue tragique. Généralement, c'est associé aux grosses crises, mais parfois, ça peut arriver dans des cas bien spécifiques. Ben, si, par exemple, la crise survient dans une situation à risque de sécurité pour la personne, parce que la personne est au volant ou dans d'autres circonstances, ça peut aboutir à une catastrophe. Bien. Donc, on se souviendra que pour les crises focales, les manifestations vont dépendre des zones du cerveau qui vont être engagées par la crise tout au long de la crise. Et comme je vous le disais, dépendamment de la spécialisation de la zone du cerveau considérée, on va avoir des manifestations ou d'autres. Il faut savoir que notre cerveau, dans sa partie antérieure, nous permet de penser, nous permet également de contenir nos émotions ou d'étouffer certains de nos comportements qui sont primaires. Et donc, si cette région se retrouve en crise, on peut avoir, par exemple, la pensée forcée, ou bien on peut avoir des actions avec une forte connotation comportementale. Il y a au niveau de la partie arrière du cerveau, ce qu'on appelle le lobe occipital, des régions qui se spécialisent dans la vision, donc dans le traitement des informations visuelles. C'est vrai que c'est avec nos yeux qu'on voit, mais c'est avec le cerveau qu'on interprète ce que les yeux ont vu. Et donc, il y a dans le cerveau, au niveau en arrière, une partie qui se charge de voir, une partie qui se charge de délimiter les contours de ce qu'on voit, une partie qui se charge d'analyser les couleurs de ce qu'on voit, une partie qui se charge d'analyser les mouvements de ce qu'on voit. Et donc, dépendamment de là où lesquelles de ces parties se retrouvent impliquées, on va avoir des manifestations ou d'autres. Donc, ça peut être la déformation des objets du champ visuel de la personne, ça peut être juste des images lumineuses qui se promènent dans le champ visuel de la personne, etc. Donc, on a plein de manifestations qui peuvent être à l'ordre du jour pendant les crises. Et nous, à l'hôpital, dépendamment de ce qu'il y a comme manifestation, on est orienté par rapport à la potentielle zone d'origine des crises. Et c'est en fonction de cela que les tests vont être dirigés pour pouvoir analyser où et comment naissent les crises et voir peut-être si c'est possible d'aller cibler la zone ou les zones qui sont concernées. Dr. Nguyen va parler le 12 mai des différentes approches de traitement de l'épilepsie, incluant la chirurgie d'épilepsie. Bien. Alors, les crises, de façon générale, ça peut venir de façon spontanée. Donc, rien ne se passe pour déclencher la crise apparaît seulement. Mais parfois, il y a ce qu'on appelle les crises réflexes. Les crises réflexes sont des crises qui vont être induites par des stimulations bien précises. Ça peut être des stimulations visuelles, ça peut être l'eau chaude. Donc, c'est quelqu'un qui, dès que l'eau chaude coule, et généralement c'est sur la tête, bien, ça déclenche les crises chez la personne. Parfois, c'est la musique qui déclenche les crises chez certaines personnes. Parfois, c'est l'effet de surprise qui déclenche les crises chez certaines personnes. Parfois, c'est le simple fait de réfléchir pour faire des calculs qui déclenche les crises chez certaines personnes. Et parfois, ça peut être la mastication, l'orgasme. Il y a différents inducteurs de crise qui peuvent être concernés dans ce qu'on appelle les crises réflexes. Mais ça, ce sont des types bien particuliers de crises. Le fait d'avoir occasionnellement une crise pendant qu'on est en train de faire des calculs ne veut pas dire qu'on a une crise liée, une crise réflexe associée au calcul ou bien à la musique, etc. Bien. Donc, ne vous inquiétez pas, ça, c'est une mise en garde que j'ai intégrée ici pour les gens qui auront la présentation après et qui vont regarder la vidéo de la diapositive suivante. J'ai désactivé la vidéo ici. Et donc, il faut savoir que certaines personnes, comme je le disais tout à l'heure, vont avoir des crises à cause de stimulation visuelle. Donc, ça peut être des flashs lumineux, comme par exemple le dessin animé dont je parlais tout à l'heure et qui avait causé des crises chez des milliers d'enfants au Japon. Ou ça peut être des objets, hein, comme par exemple ce plateau que vous voyez ici. C'est un plateau qui est rouge, mais il y a de petites rayures blanches. Et donc, cette alternance de rayures rouges, blanches, ça fait que chez son propriétaire, ça entraînait des crises assez fréquentes. Et la personne avait ça dans sa cuisine et ça générait, ça provoquait ces crises jusqu'à ce que la personne retire ça de son environnement. Juste un autre exemple d'éléments de la vie courante qui pourraient générer des crises chez des personnes qui font des crises sensibles à la lumière. Le simple fait d'être dans une voiture qui passe sur une route bordée d'arbres, ça peut entraîner des crises chez certaines personnes qui sont sensibles à la lumière, en tout cas qui ont des crises sensibles à la lumière. Donc, je répète, des personnes qui ont des crises qui sont sensibles à la lumière, pas des personnes qui sont sensibles à la lumière, mais des crises sensibles à la lumière. Donc,
En étant dans une voiture qui roule sur une route bordée d'arbres, il y a une succession d'ombres et de lumière. Les ombres correspondent au moment où il y a l'arbre qui s'interpose entre la lumière du soleil et la voiture. Puis les éléments de lumière, ça va être quand les arbres ne bloquent plus la lumière. Quand ça s'alterne comme ça fait noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et puis, paf, ça peut déclencher des crises chez certaines personnes prédisposées à avoir des crises dans ces cas de figure. Bien. Alors, il y a ce qu'on appelle l'état de mal épileptique. L'état de mal épileptique, c'est une situation où on se retrouve soit avec une crise qui est trop longue ou avec une succession de crises trop rapprochées. Donc, le scénario va être alarmant dépendamment du type de crise. Il y a des études qui ont été faites et qui ont permis de définir d'une certaine façon des chiffres bien précis pour voir à partir de quel moment il faut s'alarmer. Mais ça sont des chiffres généraux. Il faut savoir qu'il y a des particularités de chaque personne. Donc, selon le contexte, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes. Donc, une crise de 5 minutes chez un individu A peut avoir plus de conséquences que la même crise de 5 minutes chez un individu B. Pour peu que l'individu A avait déjà d'autres problèmes, mais la crise va avoir plus de conséquences chez cette personne que si c'était un individu B. Donc, pour les grosses crises, on considère que après 5 minutes, là, il faut vraiment s'inquiéter parce que la personne va se retrouver très, très épuisée après et il y a quand même quelques dommages qui vont se faire au cerveau. Et à partir de 30 minutes, on sait d'emblée qu'il y aura des dégâts assez importants, quasiment irréversibles, qui vont se produire dans le cerveau. Pour les crises focales dans lesquelles la conscience est affectée, on sait qu'après 10 minutes, il faut commencer à s'inquiéter. Et passer 1 heure, on va avoir des conséquences assez importantes pour le cerveau, des conséquences qui sont pour la plupart irréversibles. Et pour les absences, on se donne 10 à 15 minutes. Les absences, généralement, ce n'est pas censé durer 10 à 15 minutes, mais dans les cas où ça dure autant, c'est pas bon pour le cerveau, ça peut créer des dégâts. Pour le moment, on n'a pas encore des chiffres pour le délai le délai à partir duquel on se retrouve avec des dommages irréversibles. Bien. Alors, pour les crises, les grosses crises, les crises qu'on appelle les crises tonico-cloniques, j'ai dit 5 minutes. Mais attention, si c'est 5 minutes, vous n'allez pas attendre 5 minutes avant de commencer à vous alarmer. Parce que si vous attendez 5 minutes pour pouvoir essayer d'appeler les urgences ou appeler les secours, mais si vous faites 3 minutes au téléphone, vous êtes à 8 minutes déjà. Donc, si 5 minutes, c'est alarmant, moi, ce que je recommande, c'est qu'à partir de 3 minutes, déjà, il faut commencer à prendre son téléphone et chercher qui appeler. Et c'est la bonne attitude à avoir. Il vaut mieux pécher par excès que de pécher par défaut. Appeler, quitte à ce qu'on vous dise tout va bien, plutôt que de ne pas appeler alors que quelque chose va peut-être mal. Donc, anticiper, puis ne pas attendre 5 minutes, surtout pour les grosses crises. Déjà à 3 minutes, il faut commencer à s'inquiéter. Voilà. Donc, juste une parenthèse pour ce qu'on appelle les crises aiguës symptomatiques. Ces crises sont des crises qui interviennent dans un cas de figure où on a une anomalie dans le cerveau qui est temporaire. Et cette anomalie entraîne des crises. Par exemple, pour une personne qui fait un accident vasculaire cérébral, dans les quelques heures ou les quelques minutes qui suivent son accident vasculaire cérébral, la personne peut avoir des crises. Mais ça ne veut pas dire que la personne fait de l'épilepsie. Comme je vous le disais tout à l'heure, faire une crise, ça ne veut pas dire qu'on a de l'épilepsie. C'est parce qu'il y a un élément aigu qui agresse le cerveau que la crise se produit. Et donc, ça peut être aussi un traumatisme crânien, comme la vidéo du début où quelqu'un a reçu un coup à la tête et a fait une crise d'épilepsie. Ça peut être une infection du cerveau, etc. Et dans tous ces cas, les crises qui se passent, on essaye peut-être de mettre des médicaments, mais on ne met pas des médicaments sur le long terme. Généralement, on se donne 7 jours et après ça, il n'y a plus de médicaments. Donc, si jamais quelqu'un se plaint parce que la personne a eu des crises et que le traitement a été arrêté par le médecin, il ne faut pas s'alarmer plus que ça. Ce n'est pas que le médecin ne sait pas ce qu'il fait, c'est juste qu'il pense que ce n'est pas la peine de mettre des médicaments sur le long terme. Mais attention, ça ne veut pas dire que la personne se retrouve à l'abri de l'épilepsie dans quelques années ou dans quelques décennies. Ça veut juste dire que ce n'est pas la peine de mettre des médicaments de façon préventive. Et les études qui sont disponibles à l'heure actuelle ne permettent pas de se lancer dans l'administration de médicaments contre les crises de façon préventive. Donc, on ne va pas se dire, oh, l'épilepsie peut arriver, on va mettre des médicaments contre l'épilepsie. Non, on ne fait pas ça. C'est fortement déconseillé et les études qui sont disponibles, pour certaines, déconseillent fortement de faire ça. Et donc, pour se retrouver avec un diagnostic d'épilepsie en pratique, les recommandations actuelles, c'est que
pour quelqu'un qui a fait une crise et chez qui, avec les données qui sont disponibles, on se dit que la personne a au moins 60% de chances de faire une crise à nouveau, mais on va considérer cette personne comme une personne vivant avec l'épilepsie et d'emblée, on peut commencer à traiter cette personne-là. Avant, ce qu'on disait, c'est qu'il faut au moins 2 crises espacées. Mais aujourd'hui, on peut, même avec une seule crise, poser le diagnostic d'épilepsie. Mais c'est un contexte qui doit être bien encadré par la probabilité qu'il y ait d'autres crises qui surviennent. Donc, on va considérer toutes les informations à disposition avant de prendre la décision de poser ce diagnostic-là. Donc, pour la guérison, on veut 10 ans sans crise, dont au moins 5 ans sans médicaments. Alors, si vous faites de l'épilepsie et que vous avez fait 2 ans sans crise ou 5 ans sans crise, mais que vous avez toujours vos médicaments, vous avez le droit de dire à votre médecin que vous voulez essayer un sevrage. Il faut faire très attention, surtout chez les personnes adultes. Généralement, quand on prescrit, là, on se dit que c'est à vie. Donc, à moins qu'on fasse une chirurgie pour aller enlever la zone qui cause les crises, il faut garder les médicaments. Mais après une chirurgie, on peut toujours voir dans quelle mesure on peut enlever les médicaments. Sinon, dans les autres cas, généralement, quand on enlève les médicaments, les crises reviennent. De toute façon, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que le Dr. Nguyen va en parler en détail le 12 mai. Donc, comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer l'épilepsie en pratique à l'hôpital? On fait l'électroencéphalographie. C'est notre examen par excellence. Et ça consiste à mettre des électrodes sur la tête pour pouvoir enregistrer l'activité électrique du cerveau. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que les neurones marchaient en générant de l'électricité, en conduisant cette électricité-là. Et donc, avec l'électroencéphalographie, on arrive à enregistrer cette activité et à voir comment le cerveau fonctionne. Parfois même, on va plus loin et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les électrodes carrément dans le cerveau, soit après avoir ouvert la boîte crânienne, soit après avoir percé des trous. Et dans tous les cas, le but est d'enregistrer de façon plus précise l'activité dans le cerveau. Mais le volet où on met les électrodes carrément dans le cerveau, là, ça, c'est une autre étape. C'est pas fait de façon routinière, c'est pas fait chez tout le monde. Ce qui est fait plus facilement, c'est quand on met les électrodes sur le cuir chevelu, pas à l'intérieur du cerveau. Donc, l'EEG, parfois, c'est fait en combinaison avec d'autres tests qui sont un peu moins accessibles, comme par exemple la magnétoencéphalographie ou l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des imageries du cerveau lorsque je parlais des causes structurelles. Je vous ai dit que pour les causes structurelles, on voit des anomalies. Donc, c'est comme quand on prend une photo. On voit une photo et puis c'est juste une photo qui montre la morphologie. Et ça, c'est un examen qu'on va faire de façon routinière chez les patients. Quand on pense qu'il y a lieu d'envisager une chirurgie, on va faire des examens plus poussés. Donc, plutôt que de faire une simple photo du cerveau, on va essayer de voir le fonctionnement du cerveau. Et donc, il y a des techniques d'imagerie bien spécifiques qui vont soit étudier le niveau de consommation de sucre dans le cerveau ou qui vont étudier le degré de circulation du sang dans les différentes régions du cerveau. Parce qu'on sait que les régions qui travaillent plus vont attirer plus de sang, alors que les régions qui travaillent moins vont attirer moins de sang. Donc, pendant une crise, par exemple, la région qui est en train de faire la crise, c'est une région qui va attirer beaucoup de sang au début de la crise. Donc, ça nous aide parfois à localiser la zone d'origine des crises. Pour la partie qui est ici, où c'est une imagerie qui évalue la consommation du sucre dans le cerveau, une région qui est anormale et qui est potentiellement génératrice de crise d'épilepsie, elle va être un peu somnolente au repos. Et donc, elle va consommer moins de sucre. Et donc, quand on fait cette imagerie, on cherche la région qui consomme, en tout cas, là où les régions qui consomment moins de sucre, et ça aide à penser à la localisation de la zone qui potentiellement génère les crises. Et il faut comprendre que quand je dis ça, c'est qu'au repos, la région qui génère les crises, généralement, elle consomme moins de sucre, mais quand elle commence la crise, elle consomme plus que tout le monde. Bien, donc à côté de ça, on va faire des tests génétiques lorsqu'on a une forte suspicion d'anomalies génétiques. Donc, à moins que ce soit dans le cadre d'un protocole de recherche, mais les examens génétiques, ce n'est pas fait de façon